Dans la nuit du 1er mai 2011, 2 hélicoptères de combat survolent le Pakistan. À l'intérieur, une équipe des forces spéciales américaines, les Navy Seals. Une vingtaine d'hommes au total. Leur mission, abattre Oussama Ben Laden, l'ennemi juré de l'Amérique. L'opération Geronimo est lancée. Au même moment, à Washington, le président Obama s'enferme avec ses conseillers dans la salle de crise. Dans une maison au Pakistan, Ben Laden regarde le journal d'Al Jazeera, comme tous les soirs. Un peu avant minuit, les hélicos arrivent en vue d'Abbottabad, une ville au nord du Pakistan. Le destin est en marche. En quelques balles, l'Amérique vient de venger le 11 septembre, 10 années d'humiliation et toutes les victimes d'Al-Qaïda. Le lendemain du raid américain, toute la ville d'Abbottabad accourt. La presse du monde entier est déjà là. La résidence est bouclée et placée sous scellé. Les voisins ne parviennent pas à croire qu'Oussama Ben Laden, le terroriste le plus recherché au monde, vivait sous leur nez, dans cette Maison Blanche, depuis 5 ou 6 ans. Dans l'aventure, les Américains ont perdu un hélicoptère. Ils l'ont détruit avant de partir. Ces débris gisent dans la cour de la ferme. Dans la maison, 3 cadavres sont découverts. Ceux des 2 gardiens et celui de Khaled, un des fils de Ben Laden. Ben Laden emporte avec lui les secrets de sa haine contre l'Occident. Mais sa mort laisse entier les mystères de cette chasse à l'homme. Que s'est-il vraiment passé cette nuit à Abbottabad? Pourquoi a-t-il fallu 10 ans à l'Amérique pour le retrouver? Pour la Maison-Blanche, l'histoire de ce dernier assaut est toute simple. Elle tient en 3 jours un compte à rebours implacable. Ça commence le vendredi 29 avril, 3 jours avant la mort de Ben Laden. Ce vendredi-là, les esprits sont loin d'Al-Qaïda. Le monde rêve de princes et de princesses. 3 milliards de téléspectateurs assistent en direct au mariage de Kate et William à Londres. À Washington, Barack Obama prend seul la décision d'éliminer Ben Laden. Dans la soirée, le go final est donné. Les commandos choisis pour la mission s'envolent pour la base américaine de Jalalabad, à l'ouest de l'Afghanistan. Ce samedi, le Pakistan triomphe. Son équipe de cricket écrase la Barbade dans un match historique. À cause d'un orage violent sur Abbottabad, le raid américain est reporté au lendemain. En fin de journée de ce samedi 30 avril, Barack Obama rejoint l'hôtel Hilton avec sa femme Michelle. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Ils assistent à l'événement le plus couru de Washington, le dîner des journalistes accrédités à la Maison-Blanche. Un exercice de style toujours placé sous le signe de l'humour. Et quand le comique de service rejoint la tribune, il va parler de Ben Laden. Personne ne comprend pourquoi. Tout le monde croit que Ben Laden se cache dans les montagnes de l'Hindu Kush. Mais vous saviez que c'est lui qui anime le show de fin d'après-midi à la télé? Barack Obama se contente de rire. À ce moment-là, seuls les très proches du président savent que Ben Laden
passe sa dernière nuit dans cette maison. Jalalabad, en Afghanistan, 22h30 locale. Sur la base américaine, 2 hélicos de transport Chinook et 2 hélicos de combat Black Hawk sont vérifiés une dernière fois. Les pleins sont faits. Tout est prêt pour l'opération la plus audacieuse de la présidence Obama. Nom de code, Geronimo. Pour passer inaperçus, les hélicoptères de combat ont été revêtus d'une peinture de camouflage. Les pales et les hélices équipées de silencieux. Dans leur ventre s'engouffrent 23 Navy Seals, 23 Rambo, déterminés et sans état d'âme. Les pilotes, eux, sont formés au vol de nuit, en zone dangereuse. Leurs communications radio ont été réduites au maximum. Durant le vol, le silence est de rigueur, la tension réelle. Pourtant, ce n'est pas la première fois que les Navy Seals interviennent au Pakistan pour des missions choc. Sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, Barack Obama fait son parcours de golf, comme tous les dimanches. Mais cette fois, il ne fait que 9 trous, sans que personne ne pose de questions. À 13h, il revient à la Maison-Blanche pour travailler. Très étonnant pour un dimanche 1er mai. Le président joue la décontraction, mais il est inquiet. Il n'a toujours pas de confirmation absolue que Ben Laden se trouve dans cette maison au Pakistan. Dans le plus grand secret, il s'enferme alors avec ses principaux conseillers dans la Situation Room. C'est alors que le président prend une décision tout à fait extraordinaire. Il choisit de ne pas informer les autorités du Pakistan. Le vol des 4 hélicoptères va durer 90 minutes. Bizarrement, aucun radar ne les signale. La chasse pakistanaise n'intervient pas. Le territoire de ce pays soi-disant ami est pourtant vide. En arrivant au-dessus de la maison de Ben Laden, le premier Black Hawk devient fou. Une pompe de chaleur l'a aspiré, ou peut-être le pilote a mal apprécié la distance au sol. L'hélico s'écrase contre un mur d'enceinte. Dans la Situation Room, c'est la consternation. Cela n'empêche pas les commandos américains de poursuivre leur mission. En quelques secondes, ils visualisent le bâtiment et sa structure. Selon la version officielle, l'opération va durer 48 longues minutes. Le temps d'atteindre le 3e étage de la maison, là où se trouve la chambre de Ben Laden. Le chef d'Al-Qaïda est abattu de 2 balles, une dans la tête, l'autre dans la poitrine. Il est 22h à Washington. Les lumières sont encore allumées à la Maison-Blanche. C'est plutôt rare pour un dimanche soir. En fait, Barack Obama veut annoncer la nouvelle au monde entier, sans attendre. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
Avec le décalage horaire, c'est déjà le matin à Abbottabad. Une foule de curieux se rassemble devant la maison. Le choc est immense. Comme des millions de personnes, les Pakistanais n'imaginent pas qu'Oussama habitait là. Ils doutent même qu'il soit mort. Je crois vraiment qu'Osama Ben Laden a été tué. D'abord, parce qu'Al-Qaïda l'a confirmé. En 20 ans d'expérience, j'ai remarqué qu'Al-Qaïda reconnaissait toujours la mort d'un de ses leaders. L'armée pakistanaise comprend vite que Ben Laden est mort. Tout de suite après le raid, ses services secrets filment les dégâts de la nuit. Leurs caméras enregistrent les traces de sang encore chaudes. Dans cette maison vivaient Ben Laden et 3 de ses femmes. Un général pakistanais a pu lire les procès-verbaux des interrogatoires menés auprès de ces 3 femmes qui ont survécu au raid. La plus cultivée des 3 femmes, Khayri, avait sa chambre juste en face de celle où dormaient Osama et Amal, sa plus jeune femme. Quand elle est descendue du 3e étage, elle a regardé le corps de son fils et a récité une prière. Elle a identifié le cadavre et a dit « C'est mon fils, Khaled Ben Laden ». Le policier a alors compris qu'il s'agissait de la famille Ben Laden. Il était interloqué. Après l'étonnement, vient la question évidente. Mais alors où est Osama Ben Laden? Et la femme a répondu. Le jour même, la Maison-Blanche est harcelée par les médias. Elle s'empresse de donner des détails sur l'opération, sans réelle préparation, ni maîtrise de la communication. Vous avez dit que Ben Laden avait été engagé dans une fusillade. Est-ce qu'il a eu le temps d'attraper une arme? Est-ce qu'il a lui-même tiré? Vous avez Ben Laden. Il attend cette attaque dans sa maison à plus d'1 million de dollars, isolé et loin de ses bases arrière. Soudain, il se cache derrière sa femme. Il la projette en avant pour en faire un bouclier. Et ça vous donne une idée du personnage que c'était. Cette version va évoluer avec le temps. Quelques jours après, les responsables américains reconnaissent que Ben Laden n'a pas tiré et qu'il ne s'est pas protégé derrière Amal, sa plus jeune femme. À Washington, de nombreux experts commencent à douter de l'histoire officielle. Je connais le colonel des forces spéciales qui a rédigé le rapport officiel sur le raid. Et entre ce qu'il a écrit et ce que la Maison-Blanche a dit, c'est le jour et la nuit. Ben Laden n'a jamais eu le temps de prendre une arme. Je ne pense pas qu'il a attrapé sa femme et qu'il s'en soit servi comme bouclier. Tout ça, c'est faux. Ben Laden était groggy, émergé du lit. Il n'a sans doute pas réalisé qui lui tirait dessus. Il a vu des gars surgir de l'ombre, surarmés, avançant sur lui. Il n'a pas su si c'était des Pakistanais, des gens d'Al-Qaïda. Il est sans doute mort, sans savoir qui l'a tué. Les commandos repèrent la porte. Ils l'explosent, voient quelqu'un en train de se lever, ils tirent, point la ligne. Un autre expert des opérations spéciales partage ses doutes. Chuck Farrer est un ancien Navy SEALs. D'après son expérience, il est inconcevable que le raid ait duré 48 minutes. Il y a eu des officiels de très haut rang qui ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Par exemple, que les combats à Abbottabad avaient duré 50 minutes, que le crash de l'hélico avait eu lieu à telle heure. Et toutes ces versions auraient dû être vraies dès le début. Du coup, tout ce qu'a pu dire la Maison-Blanche après a été mis en doute. Vous imaginez une fusillade de 50 minutes? Mais ce serait la Seconde Guerre mondiale. J'ai commandé des Navy SEALs en situation de combat. Et je peux vous dire que les opérations commando ne se comptent pas en minutes,
mais en secondes. Au maximum 2 minutes, 90 secondes. Rien de tout cela ne me paraît crédible. Pourquoi la Maison-Blanche aurait-elle menti sur ces détails? Pour couvrir une erreur de communication? Ou des secrets militaires? En tout cas, elle a refusé toutes nos demandes de clarification. Pour Washington, l'opération Geronimo est un cold case, une affaire classée. Que s'est-il vraiment passé cette fameuse nuit à Abbottabad? Pour le savoir, nous avons mené une longue enquête au Pakistan. Un pays tourmenté, surpeuplé et cerné d'ennemis. Pour se défendre, le Pakistan s'est offert l'arme nucléaire, la première bombe atomique musulmane. À l'intérieur, la société a trouvé des boucs émissaires, l'Occident et l'Amérique. Et les grandes villes du pays se sont islamisées radicalement. C'est dans ce pays explosif que s'est déroulée la traque de Ben Laden. Une guerre impitoyable entre les services secrets pakistanais, la CIA et Al-Qaïda pendant 10 ans. En nous appuyant sur les confidences d'espions américains et pakistanais, nous avons reconstitué au plus près les moments forts de cette chasse à l'homme. D'après la CIA, tout commence au cœur de l'été 2010 à Peshawar. Dans cette ville frontière avec l'Afghanistan, la centrale américaine emploie des dizaines d'agents. Leur travail, le repérage. Des visages, des plaques d'immatriculation, des attitudes suspectes autour des mosquées intégristes et des gares routières. Là où se croisent talibans et sympathisants d'Al-Qaïda. Ce jour-là, un espion pakistanais surveille le quartier de Badaber, un carrefour névralgique de Peshawar. D'après la CIA, c'est à ce moment précis que la traque de Ben Laden connaît un tournant décisif. Soudain, un satellite américain enregistre une conversation entre un membre d'Al-Qaïda et cet homme qui avance dans le marché près de la gare routière. L'information est aussitôt transmise sur le terrain. La discussion dure. L'agent a le temps de repérer celui qui parle. C'est cet homme qui avance décontracté, persuadé de ne pas être écouté. Problème, la conversation s'arrête. L'homme raccroche, enlève la batterie de son portable, ainsi que la carte SIM. Puis, toujours selon la CIA, il continue sa marche pour rejoindre un gros 4x4 blanc. Pour ne pas le perdre, l'espion à la solde des Américains n'a pas le choix. Il doit le filer en voiture avec son partenaire. Et c'est la filature dans les rues de Peshawar. Ils suivent le 4x4 dans le trafic de la ville. L'homme traverse les faubourgs et quitte bientôt Peshawar. Mais au bout de quelques kilomètres, surprise. Au lieu de prendre la route du sud vers les zones tribales, où sont réfugiés les militants d'Al-Qaïda, le 4x4 blanc file vers le nord, en direction des grandes villes pakistanaises. Destination, Abbottabad, une ville d'altitude à une 60aine de kilomètres au nord de la capitale, Islamabad. Après 1 heure de route, le 4x4 bifurque. Il dépasse le centre-ville et les emmène à la lisière d'un bourg appelé Bilal Town. Bientôt, il s'arrête devant une grosse villa fortifiée. C'est une première piste. Les espions de la CIA ne se doutent pas alors qu'elle est capitale.
La piste d'Abbottabad commence en fait quelques années avant, à 10 000 km de là, à Cuba, dans une petite baie perdue au sud-est de l'île, la base américaine de Guantanamo. Depuis le 11 septembre, Guantanamo est devenu une prison pour djihadistes et soldats d'Al-Qaïda capturés par les Américains. Une prison secrète, au-dessus des lois. À Guantanamo, les détenus vivent enchaînés 24 heures sur 24. Ils sont affublés d'uniformes orange et soumis au secret absolu, comme dans les pires pénitenciers. Pour les faire parler sur Ben Laden, toutes les méthodes sont bonnes, y compris la torture. La plus redoutable est le waterboarding, l'asphyxie par eau. Et le waterboarding, c'est ça. L'interrogatoire est efficace. La sensation de noyade est insoutenable. Les plus endurcis ne tiennent qu'une vingtaine de secondes, obligés de lâcher un nom ou plusieurs. Aux États-Unis, le waterboarding est vite dénoncé dans la rue et les médias. C'est la preuve que l'armée américaine torture. L'administration Bush et la CIA doivent se justifier devant le Congrès. Le waterboarding a été utilisé sur 3 détenus, notamment Khaled Sheikh Mohammed. Mais la CIA ne l'a pas utilisé depuis 5 ans. Wikileaks a publié les confessions des lieutenants de Ben Laden incarcérés à Guantanamo. Tous ont connu ce simulacre de noyade. Khaled Sheikh Mohammed, le cerveau du 11 septembre. Abu Faraj al-Libi, le chef des opérations extérieures d'Al-Qaïda. Et Mohamed al-Qahtani, un autre fidèle. Tous ont cité un nom. Al-Koweïti, le Koweïtien, un proche de Ben Laden, doué en informatique, peut-être son messager personnel. Pour les Américains, Al-Koweïti devient le fil rouge de la traque. Ils utilisent alors les travaux de décodage d'un linguiste français, Mathieu Guider. Un spécialiste de l'islam capable de décrypter les pseudos de militants djihadistes. Abu Muhammad al-Kuwaiti indique d'abord à travers le Abu qu'il est marié, qu'il a des enfants. Muhammad, probablement qu'il a un fils qui s'appelle Muhammad, ou en tout cas, c'est sûr, il a une famille. Al-Kuwaiti, ça veut dire qu'il est d'origine du Koweït, mais de parents pakistanais. Et à partir de cela, l'idée c'est de dire à chaque fois que le système global de détection de renseignement américain capte par exemple une communication entre une femme et un homme dans laquelle apparaîtrait Muhammad, et en particulier si la communication part du Koweït vers le Pakistan ou part du Pakistan vers le Koweït, eh bien, c'est que c'est intéressant, on peut travailler dessus. Mais des Mohammad, il y en a des milliers. Oui, mais des Mohammad avec un Abu et une c'est-à-dire un père et une mère qui s'appellent l'un du Pakistan ou d'Afghanistan, l'autre au Koweït et inversement, il n'y en a pas beaucoup. L'information est précieuse. Elle va permettre de trouver le téléphone d'Al-Koweïti. C'est le travail de la NSA, l'agence américaine d'espionnage électronique. Les yeux et les oreilles de l'Amérique. Avec ses logiciels surpuissants et ses satellites, la NSA va écouter des millions de communications au-dessus du Golfe Persique, pendant des mois et des mois. Un jour, eh bien, va se passer ce que je dis exactement, c'est-à-dire que Abu Muhammad va appeler sa famille au Koweït, et il va les appeler et discuter avec eux en arabe concernant les affaires de famille, une conversation tout à fait normale. Les Américains se disent, on a peut-être notre homme parce qu'il correspond au profil général qui est mis à l'origine. Cette conversation tout à fait banale permet aux Américains d'identifier cette voix. C'est celle de l'homme repéré dans le marché, Al-Koweïti. Al-Koweïti et son timbre de voix
sont désormais dans les ordinateurs américains. La CIA a maintenant un nom, un téléphone et un visage. En suivant Al-Kuwaiti jusqu'à Abbottabad, ils ont aussi une adresse. Cette Maison Blanche va devenir l'obsession de l'agence américaine. Retour sur le 11 septembre 2001. Les tours de Manhattan qui s'effondrent. L'acte de guerre définitif entre Ben Laden et les Américains. Pendant une semaine, l'Amérique est anéantie. L'Empire, mortellement blessé. Après le deuil des 3000 victimes, c'est l'heure de la vengeance. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Oussama Ben Laden devient l'ennemi public absolu. Sa tête est mise à prix, 25 millions de dollars pour toute information permettant de le retrouver. Washington réveille tous ses réseaux d'espionnage. Tout ce que la ville compte d'agents spéciaux, d'experts d'Al-Qaïda, de spécialistes des écoutes, se remet au travail. Un paradoxe, l'Amérique de Bush en sait déjà beaucoup sur le milliardaire saoudien et son organisation terroriste. Le colonel Anthony Sheffer est à l'époque un des piliers du renseignement militaire. Avec ses confrères du Pentagone, il a dressé avant le 11 septembre un tableau saisissant d'Al-Qaïda et de ses ramifications. Là, vous avez l'atlas le plus complet de la nébuleuse Al-Qaïda. Tout ce que l'on savait sur Al-Qaïda est là, sur cette carte. C'est tout ce que nous connaissions au Pentagone du réseau terroriste. Les détails provenaient des sources les plus diverses, souvent très confidentielles. Tout ce qui concernait les militants d'Al-Qaïda, leurs relations, leurs voyages, leur appartenance à telle ou telle mosquée. Tout est là. Ça, c'était avant le 11 septembre ? Oui, cela, c'est tout ce que l'on savait avant le 11 septembre. Et qui était le chef de ce réseau ? Ah, bien, il est là, au centre. Oussama Ben Laden. Juste en dessous, Ayman al-Zawahiri, le docteur égyptien, souvent présenté comme le numéro 2 d'Al-Qaïda. La précision des informations est incroyable. Les Américains ont même repéré le cuisinier particulier d'Oussama, un certain Akram. Malgré cette encyclopédie, la lutte antiterroriste patine sévèrement. À l'époque, une violente guerre des services oppose le FBI, la CIA et les renseignements militaires. La CIA, par exemple, voulait être le maître du jeu dans cette histoire. Et donc, il dissimulait des infos pour que nous ne soyons pas impliqués. Les renseignements essentiels, il ne les partageait pas avec nous. Ce que faisait la CIA et ce que nous faisions étaient entièrement séparés, pour des raisons de sécurité et pour des raisons politiques. La CIA et le Pentagone, nous n'avons jamais beaucoup travaillé ensemble. Ne pas avoir forcé les agences à collaborer, c'est la première grave erreur de l'Amérique. Il y en aura beaucoup d'autres dans la traque de Ben Laden. Al-Qaïda et Ben Laden revendiquent bientôt le 11 septembre. Pour se venger, les Américains envahissent l'Afghanistan. En quelques semaines, ils s'emparent des villes une à une. Ils délogent les talibans, amis de Ben Laden. Celui-ci est obligé de se retrancher dans les montagnes de Tora Bora, à la frontière pakistanaise. Un repère qu'il avait aménagé pendant la guerre contre les soviétiques. Il se croit à l'abri, c'est sans compter la puissance des B-52. Décembre 2001, un tapis roulant de bombes matraque les grottes de Tora Bora. Ben Laden est coincé, les Américains pensent le tenir, mais pour une raison encore mal éclaircie, Oussama parvient à s'échapper. C'est le début d'une cavale de 10 ans. Après sa fuite de Tora Bora, nous n'avions plus aucune trace. Bruce Riddell est un ancien de la CIA, un expert du Pakistan et de l'Afghanistan. Il a d'abord aidé George Bush à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, il conseille Barack Obama.
La piste de Ben Laden était froide, aussi froide qu'un glacier. Nous n'avions pas l'ombre d'une information sur l'endroit où il se trouvait. Et dans ces montagnes hostiles et impénétrables, impossible de retrouver qui que ce soit. Les flancs de Tora Bora sont toujours inaccessibles. Nous y étions retournés en 2003. Pour grimper à Tora Bora, il fallait 8 heures éreintantes de 4x4 depuis Jalalabad, la grande ville la plus proche. Arrivé au sommet, les traces des combats contre les Américains avaient disparu. Les fameuses grottes d'Al-Qaïda étaient toujours là, froides et vides, en dehors de quelques munitions abandonnées. Mais personne n'avait oublié la présence du cheikh Oussama. Oussama était là, et toute la bataille de Tora Bora était commandée par lui. Il y a eu beaucoup de prisonniers, mais la plupart des combattants se sont enfuis. Ben Laden, le milliardaire saoudien qui voulait la ruine de l'Occident, s'évanouit à jamais. À partir de là, le terroriste le plus recherché au monde devient un fantôme. De Tora Bora, il a traversé la frontière et s'est retrouvé dans les territoires tribaux, là où Al-Qaïda était né et avait ses racines. De toute façon, ses fidèles se trouvaient là, au Pakistan. Michael Scheuer a passé une partie de sa vie à traquer Oussama. En 2001, il dirigeait l'unité Ben Laden à la CIA. Après le 11 septembre, 70 experts décryptent avec lui les discours, les messages et tous les indices concernant le chef d'Al-Qaïda. Vous savez, à bien des égards, il était comme Robin des Bois, on le signalait partout. Après le 11 septembre, on nous a même dit qu'il était caché à Rio de Janeiro. Toute la difficulté était de trier toutes ces infos et de ne garder que les plus vraisemblables. En 2001, cela fait longtemps que Ben Laden est fiché à la CIA. C'est lui qui aurait commandité les opérations contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. En 1993, la justice des États-Unis l'avait déjà poursuivi pour le premier attentat de New York. En fait, depuis cette date, il est sur la liste des hommes à abattre du FBI et de la CIA. Depuis, Michael Scheuer est hanté par le fantôme de Ben Laden. Il a même écrit un livre qui fait autorité. Il ne comprend pas pourquoi l'Amérique l'a raté si souvent. Entre 1998 et 1999, nous avons eu 10 occasions d'éliminer Osama Ben Laden. 2, où nous, la CIA, nous aurions pu le kidnapper. Et 8 fois où les renseignements militaires ont eu ses coordonnées exactes. Mais à chaque fois, le président Clinton et ses conseillers ont préféré ne pas agir. En février-mars 1998, nous avons repéré un avion de transport C-130 qui avait atterri dans le désert du côté de Kandahar, en Afghanistan. Il appartenait à un prince des Émirats et transportait tout l'équipement nécessaire pour la chasse aux faucons. Ils ont construit un camp de tentes et nous, on observait la scène jour après jour. Une de nos sources nous a informé que Ben Laden allait venir rendre visite au prince. Nous ne savions pas vraiment pourquoi, mais nous pensions que c'était pour recevoir de l'argent, parce que ce prince aimait bien Ben Laden et qu'il avait toujours eu de bonnes relations avec Al-Qaïda.
Nous l'avions sur un plateau d'argent. Clinton allait devenir un héros, Ben Laden allait mourir, et on pourrait enfin passer à autre chose. Nous, on envoyait l'information à la Maison-Blanche tous les jours, et ils n'en ont jamais rien fait. Ça a duré pendant 15-20 jours. Un mois plus tard, nous avons enfin compris pourquoi le président n'avait pas réagi. Le prince des Émirats s'apprêtait à acheter des avions de combat américains F-16, un énorme contrat de 8 milliards de dollars. Clinton a eu peur que si nous bombardions à l'aveugle le désert, le prince serait touché. Et dans ce cas-là, les Émirats n'achèteraient plus les avions. Quand les problèmes ne sont pas traités à la racine, ils reviennent vous hanter. Oui, Ben Laden aurait dû être tué en mai 1998. Diplomatie et chasse à l'homme ne font pas bon ménage. Les Américains ont perdu bien des occasions de tuer Ben Laden. Ils finiront par détruire sa ferme au sud de Kandahar, mais Oussama s'est déjà envolé, réfugié dans les montagnes de Tora Bora. Okay, we'll start when you show up. Hey, I'm not going to stand on your vehicle anymore. Voilà 6 mois que Ben Laden a disparu. Washington a d'autres préoccupations en tête. La preuve, au printemps 2002, George Bush fait cette déclaration surprenante. So I don't know where he is. Nor do, I just don't spend that much time on him. Kelly, to be honest with you, I'm more worried about making sure that our soldiers are well supplied, that the strategy is clear, that the coalition is strong. Malheureusement, à cette époque critique, pour l'administration Bush, Ben Laden n'était plus une priorité. Il pensait qu'il était fini, qu'on retrouverait un jour son corps. Il pensait vraiment qu'Al-Qaïda était fini. Même si Ben Laden reste introuvable, il est le prétexte de l'invasion américaine en Afghanistan. Dès 2002, un premier contingent de 10 000 Marines occupe le pays du nord au sud avec les alliés de l'OTAN. Leur préoccupation principale, pacifier le pays et gagner le cœur des Afghans. Les talibans ont été chassés du pouvoir, mais sont toujours présents. Après chacune de leurs attaques, il faut rassurer la population. Nous sommes ici pour vous aider à reconstruire l'Afghanistan. Nous n'avons pas peur des talibans. Ce sont des lâches. Ne les croyez pas. Il est temps que ça change. Il est temps que la paix revienne. Ensemble, nous pourrons battre les talibans. Le message est clair. Nous vous protégeons. En échange, vous nous informez sur les allées et venues du chef d'Al-Qaïda. Mais la partie est loin d'être gagnée. Après le discours de l'Américain, les chefs du village s'empressent de nous montrer qui est leur véritable leader, Oussama Ben Laden. Sur le terrain, espions et soldats américains adoptent une nouvelle stratégie venue de Washington, l'argent. Une récompense de 25 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant conduire à Ben Laden. Nous avions un problème culturel. Le directeur de la CIA et le président Bush pensaient que l'argent allait tout résoudre. Mais personne en Afghanistan n'a réclamé un seul centime. Et c'est pourtant l'un des 3 ou 4 pays les plus pauvres du monde. Encore une erreur d'appréciation des Américains. En fait, nous cherchions un héros. Beaucoup en Afghanistan le considéraient comme tel. Donc il était illusoire de penser que les Afghans allaient coopérer avec nous. Au même moment, au Pakistan, les mosquées intégristes et les madrassas résonnent de 1000 rumeurs sur le cheikh. Il serait en cavale et passerait de cachette en cachette le long de la frontière. C'est aussi ce qu'il se raconte à la grande mosquée d'Islamabad, la capitale. Hamid Mir est l'un des témoins les mieux informés sur cette période. Journaliste vedette au Pakistan,
Il dirige aujourd'hui une chaîne Tout Info. Il est l'un des rares reporters à avoir interviewé Ben Laden plusieurs fois. Là, c'est la première fois que je l'ai rencontré. C'était en 97, à Tora Bora. Là, c'est en 98, à Kandahar. Enfin, là, c'est en 2001, après le 11 septembre. Au début, le chasseur de scoop pakistanais n'est pas toujours récompensé pour ses interviews avec le chef d'Al-Qaïda. La première fois que je l'ai interviewé, ça a été un flop total. À cette époque, Ben Laden n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. On a publié l'interview sur une pleine page avec des photos couleurs. Mais mon rédacteur en chef m'a demandé « Qui c'est ce type? Pourquoi tu lui as consacré autant de place ?» Et du coup, il m'a donné un blâme. Quand Ben Laden veut joindre le journaliste, il dépêche un messager avec un objet de reconnaissance, toujours le même. Dans ces cas-là, Ben Laden envoyait une montre. Elle m'intéressait beaucoup, cette montre, parce qu'elle indiquait les heures de la prière. Le messager me l'a montrée. Elle était waterproof. Je savais donc que c'était bien lui qui cherchait à me contacter. Le messager appartenait bien sûr à Al-Qaïda. Et grâce à lui, j'ai beaucoup appris sur Ben Laden. Il m'a par exemple révélé que 2002 a été une année horrible pour lui. Peut-être la pire. Il rencontrait plein de difficultés. Il était à court d'argent, n'avait rien à manger, pas de cachette. C'était vraiment très difficile pour lui. Cette année-là, la trace de Ben Laden disparaît dans la poussière du Pakistan. Amin Mir le cherche pourtant comme des dizaines de journalistes et d'espions. Dans les régions les plus reculées du pays, à la frontière avec l'Afghanistan, dans les territoires tribaux, une zone où même l'armée pakistanaise ne pénètre pas. Je l'ai cherché au nord-Waziristan, au sud-Waziristan, dans tous les villages de la frontière, partout. J'ai tout fait pour retrouver ses fidèles, mais je n'ai trouvé personne. Certains avaient été tués, d'autres arrêtés par les Américains. Ils avaient tous disparu. À partir de là, plus de nouvelles. Nous sommes en 2003. À cette époque, nous étions allés au Pakistan sur la piste de Ben Laden pour savoir s'il était mort ou vivant. Il était déjà difficile d'avoir des informations fiables. Les journalistes n'avaient pas d'autre ressource que d'approcher les islamistes proches d'Al-Qaïda. Dans cette mosquée de Karachi se réunissent les mollahs les plus influents de la ville, tous profondément intégristes. Un peu le fan club de Ben Laden. Il est évident que les caméras ne sont pas les bienvenues. Parmi eux, le moufti Nizamuddin Shamzai, célèbre au Pakistan pour avoir lancé une fatwa contre les juifs et les chrétiens bien avant Ben Laden. Ce jour-là, le moufti nous avait accordé une interview, la dernière avant son assassinat, en 2004. Le président du Pakistan a affirmé récemment que Ben Laden était vivant et qu'il était au Pakistan. Il est effectivement vivant, Dieu merci. C'est la vérité. Pardon, vous avez des informations à ce sujet? Je n'ai pas d'informations, mais je suis convaincu qu'il est vivant. Vous en êtes convaincu ou vous le savez? Tu vas te contenter de ce que je viens de te dire. En septembre 2003, Ben Laden réapparaît dans une vidéo envoyée par Al-Qaïda. Le film est intitulé « 2 hommes dans la montagne de l'islam ». Des images rarissimes et mystérieuses. Personne ne sait au juste quand elles ont été tournées. La CIA convoque des géologues et des botanistes pour deviner la région où se déroule ce trek. Sans réponse convaincante,
Les Américains s'interrogent aussi sur la santé d'Oussama. Ben Laden semble avoir vieilli prématurément. Sur cette photo prise en Afghanistan pendant la guerre contre les Soviétiques, Oussama est encore jeune. Nous sommes en 87, il a à peine 30 ans. Mais au fil du temps, sa barbe et ses tempes trahissent un stress important, peut-être un mal profond. Et le voici au lendemain du 11 septembre, un jeune vieillard. Il n'a pourtant que 44 ans. Les rumeurs les plus folles circulent alors. On parle d'une grave maladie des reins et de la nécessité d'une dialyse. Jusqu'au 11 septembre, la plupart des rapports sur sa santé étaient faux. Nous n'avons jamais eu la preuve d'une maladie des reins ou de syndrome dégénératif. Après, il y a eu des vidéos. La CIA a convoqué des médecins et leur a demandé d'analyser sa santé, mais aucun n'a fait la preuve d'une maladie quelconque. Je lui ai demandé un jour ce qu'il pensait de la rumeur colportée par certains journaux français, selon laquelle il souffrait d'une grave maladie des reins. Il a commencé à rire. Et alors, il a englouti du pain, des olives, du beurre et du fromage. Et il m'a dit, « Vous croyez qu'un malade des reins peut manger comme cela ? Je peux même galoper sur mon cheval pendant 70 km sans m'arrêter. » Et alors, moi aussi, j'étais obligé de rire. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. L'invasion d'Irak commence par le bombardement de Bagdad. Mais la guerre d'Irak a un effet imprévu. L'effort de guerre est considérable. Du coup, la traque de Ben Laden passe au second plan. Il faut vraiment avoir été à Washington en 2004-2005 pour comprendre à quel point tout était concentré sur l'Irak. Les agences de renseignement, les écoutes de la NSA, les forces spéciales, les effectifs de l'armée, tout, absolument tout, allait vers l'Irak. Cela fait 3 ans maintenant que Ben Laden est en fuite. Il demeure introuvable, insaisissable. En 3 ans, la CIA n'a déniché aucune information fiable sur une cachette possible. Côté NSA, ce n'est pas mieux. Pendant cette période, ses satellites n'ont repéré aucun signal électronique. Et pour cause. Ben Laden a été très malin. Il a déjoué la NSA de façon très simple et très économique. Et vous savez comment? Il a simplement cessé d'utiliser l'électronique et il s'est entièrement retiré du monde extérieur. Vous avez ainsi l'agence de renseignement la plus sophistiquée, la plus efficace au monde, mise en échec par Ben Laden parce qu'il utilise des clés USB et ne se connecte plus jamais à Internet. Vieilli, caché au Pakistan, le chef d'Al-Qaïda a-t-il encore les moyens de nuire? Toujours est-il que 2 ans et demi après le 11 septembre, le terrorisme islamiste frappe l'Europe. À Madrid, des trains de banlieue sont piégés par des attentats d'une violence inouïe. 200 morts, 1400 blessés. C'est un avertissement à l'Espagne qui soutient George Bush en Irak. 1 an après, c'est au tour de Londres. Plusieurs rames de métro sont touchées et un bus à l'Impérial, 55 morts, 400 blessés. Les attentats ne sont pas revendiqués par Al-Qaïda, mais il est évident qu'ils sont inspirés par Ben Laden et son djihad. Et tant qu'il sera vivant, il fera des émules. Du coup, Ben Laden redevient une cible pour tous les services antiterroristes, aux États-Unis comme en France. Alain Chouet a dirigé le renseignement à la DGSE. À l'époque, il arrive aux mêmes conclusions que les Américains. Ben Laden est vivant, bien protégé et caché dans une ville pakistanaise.
valait mieux plutôt essayer d'aller vers Islamabad ou Karachi que... Alors on nous a parlé des grottes du Waziristan, je les voyais plutôt dans des zones plus sanctuarisées par les services pakistanais qui n'avaient aucun intérêt non plus à les laisser traîner dans la nature sans aucun contrôle. Ce qui revient à se poser une question très gênante, à quoi joue le Pakistan et ses services secrets? Ce que je constate, si vous voulez, depuis le début de 2002, c'est que les services pakistanais revendent aux Américains, enfin, aux alliés occidentaux, par appartement, tous les membres de l'Al-Qaïda. Ils en sortent un de leur chapeau au début tous les 3 mois, après tous les 6 mois, qu'ils remettent en grande pompe aux Américains pour expédition à Guantanamo ou ailleurs, puisque quand même pèse sur eux le doute que les services pakistanais ont fourni pendant longtemps certaines formes d'assistance à la fois aux talibans et aux Afghans arabes. Après 5 ans de recherche, la frustration est immense chez les Américains. Malgré les drones et les espions, toujours rien sur Ben Laden. Il est clair que les Pakistanais dissimulent quelque chose, normal dans un pays où la vérité est double, parfois triple. Le Pakistan est l'un des pays les plus islamisés au monde. Et à l'intérieur, son armée est sans doute la partie la plus intégriste de la société pakistanaise. Les Américains imaginaient que l'ISI, les services secrets pakistanais, cherchaient Ben Laden. En fait, l'ISI le protégeait. Quand les Pakistanais nous disaient qu'il fallait chercher Ben Laden au Waziristan, nous aurions dû le chercher ailleurs, et bien avant. Pendant 10 ans, vous avez donc la CIA qui officiellement traque Ben Laden avec les services secrets pakistanais. C'est comme si vous demandiez à la mafia de livrer un de ses grands parrains. Elle ne le fera jamais. Au Pakistan, officiellement, rien ne transpire non plus sur Ben Laden. Pour récolter quelques informations, il faut avoir ses entrées à l'état-major de l'armée ou à l'ISI, les services secrets militaires, en évitant de se faire manipuler. Un défi qu'a relevé ce général d'infanterie. Shaukat Qadir n'est pas qu'un officier supérieur à la retraite. C'est aussi un éditorialiste curieux et un analyste politique très bien renseigné. Avec les années, j'ai fini par avoir beaucoup d'amis dans les territoires tribaux. Des deux côtés de la barrière. Certains sont des talibans, d'autres non. Pendant 10 mois, Shaukat Qadir arpente les zones tribales au Waziristan, le long de la frontière avec l'Afghanistan. Il reprend toute l'enquête sur Oussama, seul et à ses frais. Il interroge tous ceux qui ont vu et hébergé Ben Laden après sa fuite de Tora Bora. Et ce qu'il apprend est tout à fait étonnant. Ben Laden a quitté assez vite l'endroit où il se trouvait au sud de Waziristan. Les gens d'Al-Qaïda ne voulaient pas qu'il reste là-bas. Il arrive dans la vallée de Swat en 2004. À cette époque, le numéro 3 d'Al-Qaïda, Abu Faraj al-Libi, pensait qu'Osama serait plus en sécurité dans les quartiers protégés d'une ville. Il en avait trouvé une qui lui semblait très bien, Mardan, à une 40aine de kilomètres de Peshawar. Mais la traversée du Pakistan reste dangereuse et épuisante, même pour Ben Laden. Des témoins affirment qu'il a du mal à se déplacer, qu'il faut parfois le porter sur le dos, que sa concentration faiblit. En fait, Osama était vraiment diminué mentalement et physiquement. Il n'avait pas de maladie particulière, mais son mental et son corps étaient très atteints. Mon sentiment personnel est qu'il était en train de devenir sénile. Enfin, qu'il n'était plus lui-même.
Le problème d'Al-Zawahiri était qu'Osama voulait encore se mêler de tout, des opérations à venir comme de leur planification. Alors le conseil d'Al-Qaïda a finalement décidé qu'il devait prendre sa retraite. Mais comment le convaincre? Comment lui faire accepter de se retirer des affaires sans qu'il en soit trop conscient? C'était ça le problème. Incroyable. Le prophète du djihad qui avait envoyé ses soldats à la mort pour punir l'Occident, l'instigateur du 11 septembre, est envoyé en maison de retraite. Tout le problème pour Al-Qaïda est de trouver un endroit sûr. Le messager personnel de Ben Laden, Abu Hamad al-Kuwaiti, a alors une idée. Il propose Abbottabad. Pourquoi Abbottabad? Parce que ce n'est pas une zone tribale, donc surveillée, et qu'Osama pourra y passer inaperçu. Je lui trouverai une maison là-bas et je m'occuperai de lui. C'est sans doute la meilleure cachette pour notre chef. Abbottabad est une grande ville de montagne au nord du Pakistan. 1200 mètres d'altitude, 300 000 habitants, des cultivateurs, des petits éleveurs, plus récemment des officiers supérieurs venus prendre leur retraite. Même l'hiver, l'air et la vie y sont bien meilleurs qu'à Lahore ou Karachi. Mais Abbottabad n'est pas aussi paisible qu'elle le paraît. C'est le siège de la Grande Académie militaire de Kakul, le Saint-Cyr pakistanais. Plusieurs terroristes y ont été arrêtés dans un passé récent. C'est pourtant cette parcelle qu'Al-Kuwaiti va acheter pour la famille Ben Laden. Le terrain est en pleine zone militaire. Cela n'empêche pas la construction d'une grosse maison sans élégance. Au total, elle coûtera 250 000 € et non pas 1 million, comme on l'a dit. Fin 2005, la maison est terminée. Oussama peut s'y installer. 3 étages, 500 mètres carrés au plancher, un potager et une cour abritant des chevaux et des ânes. Voilà où le chef d'Al-Qaïda, ses 3 femmes, une dizaine d'enfants et petits-enfants, vont passer 5 années. Sa résidence à Abbottabad était très simple, très rudimentaire. En tout cas, sous-équipée selon nos standards. Mais cette maison ressemblait à ce qu'était Ben Laden. Il n'aimait pas l'électricité, il n'aimait pas que ses enfants mettent des glaçons dans leurs boissons, à l'image de l'homme ascétique qu'il était. Il pensait que le luxe amollissait l'enthousiasme et la foi religieuse. Selon les confessions d'une de ses femmes, Ben Laden prend ses repas le soir avec les rares hommes de la maison. Son fils, Khaled, 22 ans, et Al-Kuwaiti, le messager qui transmet son courrier dans des cybercafés loin d'Abbottabad. J'imagine qu'il était malheureux, enfermé dans cette maison, et que cette réclusion avait altéré son humeur.
Dans ses discours de l'époque, il y a toujours cette flamme, celle d'un chef engagé dans la cause du djihad. Ben Laden se croit encore aux commandes. Régulièrement, il enregistre une vidéo. Il n'y en avait pas eu depuis 2004. C'est souvent artisanal, devant un rideau mal repassé, et il se teint la barbe pour ne pas tuer le mythe Ben Laden. Mais est-ce que quelqu'un écoute encore ses discours? Pour lui, l'important est sans doute de faire savoir qu'il existe encore. Le reste du temps, il repasse en boucle les images de sa gloire passée. À la télévision, il raffole des infos, comme dans sa jeunesse en Arabie Saoudite. Sa chaîne préférée est Al Jazeera. Mais chaque fois qu'un Américain passe à l'écran, il zappe. Surtout quand c'est un certain Barack Obama, candidat démocrate à la présidence. Le geste est prémonitoire. L'élection d'Obama va signer la mort de Ben Laden. Novembre 2008, l'Amérique change de visage et de style. Un président noir et démocrate accède à la Maison-Blanche. Mais peu d'observateurs remarquent qu'il est aussi élu sur une promesse électorale. If we have Osama bin Laden in our sights and the Pakistani government is unable or unwilling to take them out, then I think that we have to act, and we will take them out. We will kill bin Laden, we will crush Al-Qaeda. That has to be our biggest national security priority. Quand Obama arrive aux commandes en 2009, une des premières choses qu'il fait est de demander « Où est Osama Ben Laden ?» Et la CIA lui répond « Nous n'en avons aucune idée, Monsieur le Président. » Alors, Obama prend le directeur de la CIA à part et lui dit « Je sais que vous avez beaucoup de travail à faire, mais votre priorité numéro 1 est de trouver Osama Ben Laden. » Dès les premières réunions de travail, Barack Obama prend une décision capitale. Relancer le programme de drones au-dessus du Pakistan. Les drones d'observation, mais aussi les redoutables Predator, ceux qui tuent à distance. Comme dans un jeu vidéo, réel celui-là. Pour guider ces drones, des pilotes de l'armée américaine sont installés dans une base secrète au Nevada. Grâce aux caméras embarquées, ils repèrent leur cible à 12 000 km de là, dans les zones tribales inaccessibles du Pakistan. D'un mouvement de manette, c'est la mort en direct. Les pilotes suivent leur cible, attendent, et au moment propice, ils frappent. Dans les premiers mois de la présidence Obama, une centaine de militants d'Al-Qaïda sont éliminés, bien plus que pendant les 2 premiers mandats de George Bush. Cette politique est si efficace qu'elle provoque une réaction dans les territoires tribaux. Les chefs de tribus protestent contre les dommages collatéraux. Avec ces drones, les Américains sacrifient nos enfants. Les attaques contre nos villages doivent cesser immédiatement. On ne demande rien aux Américains, alors qu'ils nous laissent en paix. Retour en août 2010, dans le fameux quartier de Peshawar où les 2 agents avaient repéré le messager de Ben Laden. Ils ont suivi Al-Kuwaiti jusque dans les faubourgs d'Abbottabad, dans le nord du pays. Le 4x4 s'est garé dans cette grande bâtisse blanche. À l'époque, les agents se doutent qu'un membre important d'Al-Qaïda y habite, sans savoir lequel.
Immédiatement, Léon Panetta, le directeur de la CIA, relaie l'information au président américain. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une nouvelle étape. La CIA dit « Nous pensons que nous avons localisé une maison à Abbottabad ». Mais il y a encore beaucoup de sceptiques qui pensent « Non, il ne peut pas être là, non, vraiment ». Même si la piste d'Abbottabad est fragile, la CIA place sous surveillance la grande Maison Blanche repérée à l'été 2010. Deux agents locaux sont envoyés à Abbottabad dans la plus grande discrétion. L'agence leur trouve un appartement dans le quartier de Bilalton, un faubourg de la ville. À ce moment-là, ils ne savent pas qui ils vont épier, qui peut habiter dans la maison. Ce qu'on leur demande, c'est d'amasser un maximum de détails sur l'habitation et ses occupants. Dans la profession d'espion, le mot d'ordre, c'est agir le plus naturellement possible. Les agents traitants vont scruter la vie des alentours, sans attirer l'attention. Ils doivent ressembler au type que personne ne remarque, dont personne ne va se rappeler. Dans l'affaire d'Abbottabad, la seule chose à faire était d'envoyer des agents locaux, donc des Pakistanais. C'étaient sûrement des auxiliaires qui n'étaient pas des agents de la CIA, mais qui pigeaient pour la centrale. On appelle ça des hommes ressources. 24 heures sur 24, les agents traquent le moindre mouvement, le moindre bruit. Ils cherchent à détecter une signature humaine ou électronique. Ils détaillent toutes les caractéristiques du bâtiment. Cela donne lieu à un rapport quotidien. Si vous observez bien le bâtiment, il y avait des murs très hauts, un peu plus de 4 mètres. De l'extérieur, impossible donc de voir ce qui se passait dedans. De plus, il n'y avait aucun appareil électronique, pas de ligne de téléphone, pas de connexion Internet. Ça ressemblait vraiment à une cachette. Cette maison ressemblait beaucoup à celle qu'habitait Ben Laden à Khartoum, au Soudan. J'ai moi-même fait beaucoup de surveillance comme ça. À Abbottabad, les agents avaient une indication. Ben Laden pouvait habiter dans cette maison. Leur premier travail est donc de confirmer cette information, ensuite de tout savoir sur la vie de cette maison. En fait, c'est un livreur de lait. Et les bidons amenés tous les matins sont patiemment comptabilisés. 70 litres par semaine. À partir de ce chiffre, la CIA détermine le nombre d'enfants vivant dans la maison. Au passage, il relève photos et identité des individus qui pointent le nez dehors. Au sol, une autre équipe de la CIA épaule les agents de la maison. Régulièrement, elle filme la résidence de Ben Laden avec des caméras thermiques, celles qui enregistrent la chaleur humaine. En quelques semaines, ils apprennent que 22 adultes et enfants cohabitent en permanence dans la ferme. Ils planquent aussi autour de la maison à l'affût du moindre indice. Par exemple, quand un enfant s'échappe dans la rue. Quel âge a-t-il? À qui appartient-il? Tout indice est bon à prendre. Tout doit être relevé, même les plus petites informations. C'est un énorme travail d'observation.
La planque va durer 8 mois, d'août 2010 à avril 2011. À tour de rôle, les agents collectent une masse d'informations sur la vie quotidienne de leurs étranges voisins. Par exemple, qu'ils brûlent leurs déchets, que les enfants ne vont pas à l'école. Mais après 8 mois de surveillance, ils n'ont jamais aperçu Ben Laden et n'ont jamais pu approcher de la maison. Ils vont alors imaginer un stratagème pour y pénétrer. D'après ce que j'ai compris, ils ont essayé de prélever l'ADN de Ben Laden pour confirmer sa présence dans la maison. L'idée était de faire du porte-à-porte sous couvert d'une campagne de vaccination. La CIA recrute en effet un médecin pakistanais, le docteur Afridi. Elle le charge d'organiser une fausse campagne de vaccination contre la polio, une ruse pour approcher de la maison. Une fois là, le docteur et ses infirmières devront essayer de prélever l'ADN d'une femme ou d'un enfant de Ben Laden. Ils commencent par les quartiers périphériques et se rapprochent peu à peu de Bilaltown. L'une des infirmières parviendra jusqu'au portail de la maison, mais elle ne pourra pas aller plus loin. L'opération est un échec. La veille du raid, la présence d'Oussama dans la maison n'est toujours pas prouvée. La probabilité ne dépassera pas les 60%. Les Américains vont tout de même tenter le tout pour le tout. À ce moment-là, nous avions le meilleur dossier jamais réuni sur Ben Laden depuis Tora Bora. C'est cette masse d'informations qui nous a poussés à agir. C'est aussi ce qui a décidé le président à lancer l'attaque. Barack Obama lance l'opération Geronimo dans la nuit du 1er mai 2011. Pour retracer le raid du commando, au plus près de la vérité, nous avons consulté des officiers américains et pakistanais. Tous nous ont confirmé les fondamentaux de ces opérations choc. La préparation, l'effet de surprise et la rapidité. Selon eux, l'assaut n'a pas duré plus de 10 minutes au total. Dans les hélicos, les 3 équipes commando apprennent l'identité de leur cible. Oussama Ben Laden. D'après nos sources, la première équipe saute sur le toit de la maison. Sa cible, la chambre de Ben Laden, située juste en dessous. Mais sur leur chemin, une porte blindée les arrête. Ils s'attaquent à la serrure avec un gel corrosif hyper puissant. Un procédé ultra secret qui demande quelques secondes seulement pour ronger l'acier. Les 2 autres équipes sont en place. Il faut comprendre qu'à partir de ce moment, les 3 groupes vont agir simultanément avec un effet de surprise total. Ils n'attendent plus que le feu vert du chef de l'opération. En appui autour de la maison, des snipers venus d'Afghanistan. Ils sont chargés de protéger les Américains en cas de problème. Dans le plus grand silence, la serrure cède sous l'effet du gel corrosif. La voie vers la chambre de Ben Laden est enfin libre. Au rez-de-chaussée de la maison, la porte est ouverte à l'explosif. La 2e équipe s'engouffre. Au même instant, l'équipe numéro 3 est entrée dans la chambre du frère d'Al-Kuwaiti. Sans sommation,
Il est abattu et sa femme ligotée. À la même minute, l'équipe numéro 1 est parvenue dans le couloir du 3e étage. L'étage de Ben Laden. Une rapide inspection lui permet de deviner quelle est la chambre du chef d'Al-Qaïda. Retour au rez-de-chaussée. Les commandos visualisent le messager de Ben Laden et sa femme. Ils sont tués sur le champ. Cela fait maintenant 63 secondes seulement que les Américains sont dans la bâtisse. Au 3e étage, devant la chambre de Ben Laden, les soldats de l'équipe numéro 1 vérifient que la porte n'est pas piégée. Et soudain, c'est l'assaut. Amal, la femme de Ben Laden, se lève. Elle est atteinte au mollet. Ben Laden est à peine réveillé. Il n'a pas le temps de réagir. Il est atteint de 2 balles fatales, l'une dans la poitrine, l'autre dans la tête. Le chef d'Al-Qaïda s'effondre. Il n'a jamais été question de le ramener vivant. Les commandos ramassent la Kalachnikov fétiche de Ben Laden, 2 grenades et un pistolet Makarov. Amal, sa femme, est attachée avec du serflex et laissée sur place. En descendant, le groupe d'assaillants trouve un homme au bout de leur fusil MP5. Il tombe instantanément sous les balles américaines. C'est Khaled, l'un des fils de Ben Laden. Dans la chambre, les SEALs se chargent de mettre le corps de Ben Laden dans un sac mortuaire. Ils viennent de recevoir l'ordre de ramener le cadavre. C'est la fin de l'opération Geronimo, le dernier voyage d'Oussama Ben Laden. Après le raid, une première question s'impose. Qui savait que Ben Laden était terré au Pakistan, dans la ville d'Abbottabad? Le bon sens veut que, je ne dis pas le pouvoir pakistanais, mais le bon sens veut qu'un certain nombre de responsables militaires ou des services pakistanais ne pouvaient pas ignorer la présence de Ben Laden à Abbottabad. On versait au Pakistan 2 milliards de dollars par an pour financer les opérations militaires, précisément parce qu'il y avait là-bas quelqu'un qui valait cette somme. Et ce quelqu'un, c'était Ben Laden. Et les Pakistanais, de leur côté, savaient très bien que si Ben Laden était découvert et tué, les Américains n'auraient plus du tout le même intérêt pour l'armée pakistanaise. Qui savait que Ben Laden était là? À quel niveau de l'armée pakistanaise se trouvaient les complices qui cachaient Ben Laden depuis 6 ans à Abbottabad? Il y en a un qui a dû être content d'apprendre la mort de Ben Laden. C'est son numéro 2, le docteur Al-Zawahiri. Il avait atteint son but. Son plan était de contrôler Al-Qaïda. Et c'est pourquoi il a révélé aux Américains où se cachait son patron. C'est une thèse très habile. Mais je crois qu'elle a été fabriquée de toutes pièces par le gouvernement américain et ses alliés pour semer la zizanie au sein d'Al-Qaïda. Aux États-Unis se murmure une autre version. Quelqu'un, au Pakistan, aurait trahi le secret d'Abbottabad et empoché les 25 millions de dollars de récompense. Qui? Un officier de l'armée? Un civil qui a participé à la traque?
pour le moment, aucune certitude. Restent les femmes de Ben Laden. Les voici en résidence surveillée au Pakistan. Ces images sont un document inestimable, les premières et les seules de la famille d'Oussama. Ces 3 femmes pourraient répondre aux dernières questions de la traque. Par exemple, l'une d'elles est-elle venue en 2010 rejoindre Oussama au Pakistan? S'est-elle fait suivre par la CIA jusqu'à la cachette d'Abbottabad? A-t-elle contribué, sans le savoir, à la découverte de la maison et donc à la mort de son mari? On saura peut-être la vérité dans 20 ans, quand l'affaire se sera calmée. Quelqu'un viendra dire « Voilà, ça s'est passé comme ça ». Mais pour l'instant, c'est impossible. Les enjeux politiques sont trop gros. Vous pouvez toujours essayer d'aller frapper à la Maison-Blanche, mais le gorille à l'entrée ne vous laissera pas passer. Non, c'est sûr, vous n'apprendrez rien de l'administration. Selon les Américains, le corps de Ben Laden a été immergé au large de l'océan Indien. Le docteur Afridi, responsable de la fausse vaccination, a été arrêté. Sa famille est toujours sans nouvelles. Au Pakistan, une commission a été chargée de faire toute la lumière sur le raid. Elle n'a toujours pas remis son rapport. 8 mois après la mort de Ben Laden, la fameuse maison a été détruite par l'armée pakistanaise, comme s'il fallait effacer à jamais l'épisode d'Abbottabad. Cette nuit-là, les Américains ont peut-être tué un fantôme, mais une chose est sûre, le djihad et ses soldats n'ont pas encore rendu les armes.